Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans notre revue de presse hebdomadaire. Aujourd'hui, dans nos grands titres, nous reviendrons sur plusieurs sujets d'actualité qui ont marqué le cours de la semaine. Pour commencer, nous reviendrons sur la réforme du droit du sol à Mayotte. Dans la foulée, nous ferons le point sur l'adoption récente de la loi d'urgence Mayotte, une réponse aux tensions et aux défis que traverse actuellement le département. Puis, nous nous intéresserons à l'aménagement des examens à Mayotte. Après les perturbations climatiques, des mesures exceptionnelles ont été mises en place pour garantir de meilleures conditions aux élèves. Par ailleurs, nous reviendrons sur le sommet de l'intelligence artificielle, cette conférence mondiale organisée à Paris, là où la France a annoncé un investissement massif pour s'imposer comme un acteur majeur du secteur. Toujours dans un contexte de crise, nous nous pencherons sur l'assouplissement des restrictions sur l'importation des végétaux sur Mayotte. Ensuite, nous parlerons de la crise de l'eau. Et pour finir, nous ferons un retour sur l'événement sportif et culturel qui a eu lieu à Akwa le week-end dernier. Et enfin, nous terminerons avec le projet d'autoconsommation photovoltaïque, une initiative portée par la communauté des communes du Centre-Ouest. Le 6 février dernier, la députée de Mayotte, Anchia Bamana, a dénoncé l'inefficacité des mesures en matière d'immigration. Face à l'afflux constant de migrants en provenance des Comores, d'Afrique des Grands Lacs et de Madagascar, elle a proposé plusieurs changements majeurs. Tout d'abord, le renforcement des moyens maritimes, ensuite l'expulsion des étrangers en situation irrégulière et pour finir, la fin de la gratuité des services publics. Cette proposition de loi a été votée par l'Assemblée nationale le 12 février dernier. Ainsi, elle durcit les conditions d'accès à la nationalité française. Désormais, les deux parents devront justifier d'une présence régulière sur le sol français pendant au moins 3 ans avant la naissance de leur enfant. Jusque-là, il suffisait seulement d'une présence régulière de 3 mois avant la naissance de l'enfant pour pouvoir bénéficier de la nationalité française. Aujourd'hui, Monsieur le rapporteur, vous présentez ce texte visant à subordonner l'acquisition de la nationalité française à un séjour régulier continu des deux parents durant au moins 1 an sur le territoire de Mayotte. Vous ne posez pas le débat à la bonne hauteur. L'île est ravagée à 90%, tout est à reconstruire, manque d'eau, de nourriture, services publics détruits. Ce que je vous dis là est encore une réalité aujourd'hui. Mais le 17 décembre, 72 heures après le cyclone, les bateaux des clandestins sont de nouveau arrivés chez nous et ils continuent à arriver, encore aujourd'hui, déversant des migrants comoriens africains à Mayotte. Que faire au-delà de la modification du droit du sol pour que Mayotte survive? Pour que cesse le flux des migrants qui débarquent chez nous, il faut une réelle volonté politique de nos gouvernants. La solution existe, Monsieur le ministre, ancien ministre de l'Intérieur, celle de créer une 4e région maritime dans l'océan Indien, en installant à Mayotte les moyens maritimes aujourd'hui déployés à Djibouti en terre étrangère. Cette réorganisation se justifie pleinement au regard de l'étendue et du caractère critique et stratégique de cette zone du canal de Mozambique. Ce serait un vrai signal donné aux États qui nous envahissent, Comores, Afrique, en premier lieu les Comores. Il faut ensuite reconduire chez eux les étrangers qui séjournent sur le territoire de Mayotte sans droit ni titre. Là encore, cela nécessite une réelle volonté politique au-delà de beaux discours. Il faut enfin mettre fin à la gratuité des services publics pour les étrangers, écoles, soins, qui constituent un réel appel d'air monumental, alors que ces services sont payants aux Comores, par exemple. Une fois ces actions menées avec courage et fermeté, il faut permettre à la population mahoraise de vivre comme les autres citoyens de France, avec les mêmes droits et le même niveau de vie.
Dans cette politique de fermeté et de souveraineté, votre texte, monsieur le rapporteur, a toute sa place. Il fait partie de nombreuses mesures à prendre pour faire cesser l'immigration. Malheureusement, la seule mesure qu'il propose est nécessaire, mais non suffisante. Elle ne permettra pas d'endiguer le flux des bateaux qui débarquent jour après jour à Mayotte. Je déplore également que l'amélioration des moyens des services de l'état civil que j'ai demandé via un rapport n'ait pas pu être discuté, l'amendement étant déclaré irrecevable. Mais le garde des Sceaux, vous en avez parlé, mais nous ne l'avons pas discuté. J'ai bien compris qu'on blablate sur Mayotte, mais qu'on ne veut pas franchement régler les problèmes du territoire. Alors oui, mon groupe politique et moi-même allons voter ce texte sans illusion, en reconnaissant sa nécessité, mais en déplorant son caractère si incomplet dans un arsenal législatif digne de ce nom. Le mercredi 12 février, la loi d'urgence pour Mayotte a été enfin adoptée. Pour rappel, cette loi vise à accélérer la reconstruction de l'archipel après le passage du cyclone Chido, en simplifiant les procédures d'urbanisme et de commande publique. Elle prévoit également des mesures sociales et fiscales pour soutenir les habitants sinistrés et la création d'un établissement public chargé de coordonner les efforts de reconstruction. Cette adoption marque une première étape essentielle avant un second texte législatif attendu au printemps pour des réformes plus structurelles. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. La loi d'urgence Mayotte est un texte technique, une première étape à la fois insuffisante mais nécessaire et bienvenue. Et le texte qui vous est présenté aujourd'hui est le fruit d'un compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat. L'article 1 consacre la création d'un nouvel établissement public chargé de la reconstruction, remplaçant l'EPFAM. Avec le président du conseil départemental à sa tête, les élus locaux et le dernier mot aux représentants du gouvernement, les acteurs économiques et sociaux, mais aussi le CESEM et l'Office de la biodiversité seront consultés. Cet établissement public chargé de la reconstruction devra remettre chaque année un rapport d'activité publique. Il aura aussi en annexe celui du gouvernement qui devra lui aussi remettre au Parlement un rapport public concernant le financement de la reconstruction à Mayotte, la planification des opérations, le suivi des plans de prévention des risques, la mise à jour cadastrale et l'analyse des besoins en matière d'infrastructures. Cette transparence sur la reconstruction de Mayotte est indispensable et sera largement observée par les Mahoraises et les Mahorais. L'article 2 prévoit que la reconstruction des écoles sera prise en charge par l'État à Mayotte et devra prévoir un accès à plusieurs points d'eau potable, un espace de restauration scolaire et la possibilité d'installer à l'avenir des panneaux solaires sur les toitures. Les constructions de nouvelles classes ne pourront se faire qu'avec l'accord des communes. Un compromis entre l'Assemblée et le Sénat limite les constructions modulaires sans autorisation d'urbanisme, mais avec l'accord obligatoire du maire. Les modulaires devront ainsi tout être démontés au bout de 2 ans à compter de la promulgation de cette loi. Ces modulaires seront réservés au relogement des fonctionnaires, aux bureaux des administrations et aux établissements scolaires. Je redis ici nos vives réserves sur ces constructions modulaires dont l'État avait déjà l'usage à Mayotte avant le cyclone Chido. C'est du temporaire qui dure depuis plus d'une dizaine d'années. Mayotte, je le dis ici, veut du solide, du durable, du concret pour sa reconstruction. Nous refusons le bricolage du modulaire et serons attentifs à son usage. L'article 4 autorise le gouvernement à modifier par ordonnance le droit de la construction et les dispositions relatives à la lutte contre les bidonvilles, mais aussi la reconstruction. Les adaptations et modifications des règles techniques devront favoriser la récupération, le stockage et le traitement des eaux de pluie. C'est une première, la problématique de l'eau devra être pleinement prise en compte pour les constructions neuves à Mayotte. Par ailleurs, les règles sanitaires et de sécurité ont été exclues du champ de l'ordonnance, tout comme celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables pour les locaux d'habitation. L'article 4 bis, qui encadre les ventes de tôles, ainsi que les articles 5 et 6, définissent le champ des reconstructions couvertes par les dispositions dérogatoires au droit de l'urbanisme prévues par le projet de loi. Nous avons limité à 20% les possibilités d'augmenter le gabarit en cas de reconstruction à l'identique. Les articles allant de 6 bis A à 6 4 ter permettent de faciliter et d'accélérer la reconstruction et la réfection des installations électriques et radios électriques. L'article 7 accélère les délais d'instruction et les demandes d'urbanisme. L'article 8, nous avons pris soin d'imposer une mise à disposition du papier
d'un dossier papier en mairie et en préfecture en cas de participation du public par voie électronique. Et pour l'article 9, qui prévoyait que seuls les travaux de démolition et de déblaiement peuvent démarrer avant l'obtention de l'autorisation d'urbanisme et de la non-opposition de la déclaration préalable. Je veux le dire ici, alors que la loi d'urgence proposée par le gouvernement facilitait les expropriations et dépossédait les Mahorais de leurs terres, j'ai pu convaincre l'Assemblée de supprimer cet article 10 scélérat et je suis heureuse que le Sénat ait maintenu cette suppression. Il faut le dire parce que la population était inquiète, cette loi d'urgence ne s'attaque pas aux terres mahoraises et c'est heureux. Les articles 11 et 14 modifient la commande publique pour permettre aux opérateurs économiques locaux de prendre toute leur part dans la reconstruction de Mayotte. Les acheteurs pourront préserver une part préférentielle de 30% minimum des marchés publics aux TPE, PME mahoraises ainsi qu'aux artisans. Les conditions de retour à la sous-traitance sont encadrées. L'État et les collectivités territoriales pourront ainsi contrôler le coût des prestations proposées par les entreprises. Pour ce qui concerne le soutien apporté aux associations et organismes d'intérêt général, ce sont les articles 15 et 16 qui encadrent ces opérations. L'article 17 suspend totalement et de façon rétroactive les procédures de recouvrement fiscal forcé. L'article 17 bis suspend en outre l'application des pénalités en cas de retard de paiement des impôts. Le Sénat a en outre créé une exonération de TGAP pour 2025 et un prêt zéro de 50 000 € pour les familles mahoraises qui peuvent reconstruire leur maison. L'éducation, elle, n'est pas épargnée par ces bouleversements. Suite aux perturbations causées par les intempéries, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé des aménagements exceptionnels pour les examens. Le diplôme national du brevet sera entièrement basé sur le contrôle continu. Pour le baccalauréat général et technologique, l'oral de français est maintenu mais le nombre de textes à présenter est réduit. Les épreuves écrites de spécialité et philosophie seront remplacées par le contrôle continu et le grand oral, quant à lui, sera toujours maintenu. Pour le baccalauréat professionnel, certaines épreuves sont maintenues mais le nombre de stages est réduit. Concernant Parcoursup, ils annoncent un délai prolongé jusqu'au 26 mars et pour les BTS, l'évaluation sera entièrement basée sur le contrôle continu. Ces mesures, inspirées de celles prises pendant la crise du Covid-19, suscitent les débats sur l'équité des diplômes obtenus dans ces conditions. Sur la scène internationale, l'innovation technologique prend une nouvelle dimension. Lors du sommet pour l'action sur l'IA tenu à Paris les 10 et 11 février, Emmanuel Macron a annoncé un investissement privé de 109 milliards d'euros, dont 50 milliards en provenance des Émirats arabes unis pour créer un campus dédié à l'IA. L'Union européenne a dévoilé un plan de financement de 200 milliards d'euros mêlant fonds publics et privés. Il a été discussion lors de cette conférence mondiale de la signature d'une déclaration pour une IA ouverte, inclusive et éthique que les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël ont décidé de ne pas signer. Les États-Unis ont refusé de signer la déclaration pour, selon eux, préserver leur liberté d'innovation, éviter des régulations jugées contraignantes et maintenir leur domination technologique. Très heureux de vous retrouver ici. Merci au Grand Palais de nous accueillir. Et au fond, ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, c'est la conviction que nous avons en France dans le progrès. Ce lieu a été fini en 1900, au moment de grandes conquêtes industrielles où la France, l'Europe embrassaient une ère de progrès. Et je crois que c'est exactement ce dont nous avons besoin et ce en quoi nous croyons aujourd'hui. Et donc l'IA, c'est d'abord une formidable révolution technologique et scientifique pour le progrès et au service du progrès. Et donc, c'est d'abord évidemment de la technologie, de la science, l'amélioration des tas de recherches, transformation de beaucoup de secteurs, mais notre conviction, c'est que ça doit se faire au service de l'humanité. Et donc pour vivre mieux. La deuxième chose, c'est un grand message de fierté. Par ce sommet, et grâce à la mobilisation collective, ce sont 109 milliards d'investissements privés, étrangers et français qui sont confirmés à cette occasion. Et donc bravo à vous tous parce que c'est votre engagement collectif. Et donc ce sont des data centers, ce sont des partenariats avec
des grandes entreprises françaises. C'est énormément de capacités de calcul, je vais y revenir, qui vont être créées sur le territoire, et donc message de fierté. Et puis troisièmement, c'est un message de continuité. Et je ne dis pas ça pour relativiser les choses, mais on en parlait ce matin, M. Julia me le disait à juste titre. L'IA, ça va apporter des tas de révolutions, des tas de choses, mais la créativité reste humaine. Et au fond, moi, le message que je veux avoir pour vous tous, on verra tout à l'heure l'œuvre d'Agoria, c'est de se dire, l'IA nous permet de faire des tas de révolutions. On l'a vu dans la santé encore l'autre jour à l'IGR avec Hawking et les formidables chercheurs à Villejuif. Mais cette accélération, c'est ce qu'on veut. Donc nous, en tant que Français européens, on veut accélérer. Et on veut réduire l'écart. C'est ce qu'on est en train de faire avec ces 109 milliards. On veut prendre des textes, prendre des mesures pour aller de plus en plus vite. Mais à côté de ça, on veut le faire au service d'un modèle qui est le nôtre. Et donc on va continuer de défendre le droit d'auteur, les droits voisins. On va continuer de préserver la créativité humaine. Et tout ça, ce seront des assistants qui nous permettent d'aller plus vite. Mais pas quelque chose qui, en quelque sorte, nous conduit à renoncer au monde auquel on croit. Et on continuera de protéger nos enfants, nos adolescents, on continuera de développer les valeurs qui sont les nôtres. Et je crois que cette IA au service de l'humanité, c'est aussi ce en quoi on croit très profondément avec le Premier ministre Modi, et c'est pour ça qu'on a voulu ensemble, avec l'Inde, co-présider ce sommet. Les conséquences du cyclone Chido continuent d'impacter le quotidien des Mahorais. En raison des difficultés d'approvisionnement en végétaux, le préfet de Mayotte a annoncé un assouplissement temporaire des restrictions sur l'importation des végétaux par les passagers aériens. Jusqu'à fin avril, désormais chaque voyageur pourra transporter jusqu'à 10 kg de produits agricoles en provenance de La Réunion et de la métropole, sous réserve d'une déclaration préalable en ligne. Parmi les produits autorisés figurent les fruits et légumes frais tels que les patates douces, ignames, manioc, bananes vertes, ainsi que des herbes aromatiques et des épices. Cependant, les végétaux doivent être exempts de maladies et respecter les conditions phytosanitaires en vigueur. Les démarches pour effectuer cette déclaration se font sur le site officiel des services de l'État à Mayotte, accessible à l'adresse suivante www.mayotte.gouv.fr. Il est recommandé de remplir cette déclaration avant le départ afin d'éviter tout désagrément à l'arrivée. Un problème persistant continue de préoccuper les habitants de Mayotte, la crise de l'eau. Malgré les pluies et inondations qui ont ravagé l'île ces dernières semaines, les retenues collinaires peinent à se remplir. Face aux pénuries qui perdurent, le collectif REMA interpelle les autorités locales et l'État pour obtenir des solutions durables. L'accès à l'eau potable reste un défi constant pour la population et les habitants demandent des mesures d'urgence pour pallier cette situation critique. Le collectif sollicite à l'installation de citernes pour chaque foyer fiscal. Ils appellent également à la réhabilitation de retenues collinaires ainsi que la construction d'une troisième retenue collinaire qui allégerait les deux autres. Le 8 février dernier, la direction de la jeunesse et des sports du conseil départemental, en collaboration avec la mairie d'Aqua et l'USEP, ont organisé des olympiades culturelles et sportives pour rétablir la vie sociale après le passage du cyclone Chido. Plus de 300 participants ont pris part à des activités variées, beach soccer, rugby, athlétisme ou encore fitness sur plage, ainsi que des animations culturelles telles que des lectures publiques. L'événement s'est achevé par un concert rassemblant des artistes locaux tels que Latéral par exemple. Cet événement a permis de rassembler les enfants autour de jeux, essayant d'oublier le quotidien de la vie après Chido. Là, vous êtes en train de voir les petits en train de jouer, les jeunes, les moins jeunes plutôt, en train de jouer. Et là, on est en train de les occuper, les animer en même temps. Ça permet aussi de faire vivre les Olympiades que le département a organisées aujourd'hui. Je vous remercie, madame. Allez, ici. Allez, c'est parti. Regardez.
Bonjour madame. Bonjour. Anona vnanga inyane tu akwet. Zana vitnyan parce que nous c'est journée rencontre aussitôt. Voilà. Parce que ça n'a rien en bas zanka qui en jeu plusieurs jeux. Comme Hitanago a un terrain numéro 1, c'est un peu plus loin, Miss athlétisme et Miss beach foot. Voilà. Pendant ce temps, sur le plan environnemental, la communauté des communes du Centre-Ouest met en place des initiatives pour encourager les énergies renouvelables. Un appel à projet a été lancé pour promouvoir l'autoconsommation photovoltaïque. Les habitants de communes de Tsangamouji, Tingoni, Sada, Chikoni et Wangani peuvent candidater jusqu'au 15 août 2025. Une subvention couvrant jusqu'à 40% des coûts d'installation est prévue pour les projets retenus. C'est ainsi que s'achève notre revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et nos plateformes pour ne rater aucune actualité. À très bientôt!